Dans d'énormes usines, isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique, après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. Le 8 août 1945, Hiroshima faisait la une du monde. Le Figaro du même jour évoquait une incontestable merveille scientifique. La puissance des sciences physiques s'impose ainsi brutalement avec les 2 bombes nucléaires larguées sur le Japon qui marqueront la fin du second conflit mondial. Mais dans l'immense majorité des journaux et revues, le bombardement à proprement parler est occulté et la critique de l'arme nucléaire reste marginale. Ce qui est mis en valeur, c'est une victoire de la science et l'entrée dans une nouvelle ère fondée sur le pouvoir de la physique. Le physicien atomiste devient alors l'incarnation d'une modernité conquérante, emmenant dans son sillage, de fil en aiguille, toutes les sciences physiques. Ainsi, entre 1944 et 1968, le nombre de doctorats en sciences physiques soutenus en France sera multiplié par 20. Cette gloire de la physique s'accompagne d'un extraordinaire essor des effectifs de chercheurs, d'enseignants, d'étudiants, qui ira de pair avec le développement de nouvelles manières de concevoir et d'organiser la recherche, plus collective, plus administrée, jusqu'à une échelle parfois industrielle. Par leur position dominante, les sciences physiques s'érigent en modèle à suivre pour l'ensemble des disciplines académiques dans l'après-guerre, y compris pour les sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, nous recevons dans ce nouvel épisode du Sens des mots l'historien Pierre Verschueren à l'occasion de la parution de son ouvrage « Des savants aux chercheurs », un livre qui se situe au croisement de l'histoire et de la sociologie. Notre invité a choisi de nous en parler en 3 mots : métier, doctorat et laboratoire. Le Sens des mots, un podcast de NS Éditions. Alors, le premier mot que j'ai choisi, c'est le mot de métier. Parce qu'au fond, le pari central de l'ouvrage, c'est de proposer de faire de l'histoire des sciences, et en l'occurrence de l'histoire des sciences physiques, comme on fait de l'histoire du travail. Donc la question de savoir, c'est comment les scientifiques, qui étaient considérés et puis qui se considéraient eux-mêmes dans leur immense majorité comme des savants en 1945, eh bien ces scientifiques, ils changent pour ainsi dire de métier, et puis ils deviennent progressivement, mais massivement des chercheurs. Alors bien sûr, il faut s'entendre sur les mots. Un savant ici, c'est un scientifique dont la pratique, dont les représentations, dont l'inscription dans la société en un certain sens, en un mot dont les dispositions sont marquées par des visées universalistes, la faiblesse de la distinction entre expérimentateurs et théoriciens, et puis une représentation de soi, une représentation du groupe qui est attachée au statut d'universitaire. On est avant tout universitaire, en particulier on est avant tout professeur titulaire de chaire, et puis on pratique une science individuelle, voire même une science solitaire, y compris au sein des laboratoires très importants, très populeux, comme l'Institut du Radium fondé par Marie Curie. Au sein de l'Institut du Radium, chacun travaille seul et signe ses articles seul. Alors par contraste, un chercheur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui est nettement plus précocement spécialisé et qui tend dès lors à se cantonner dans sa carrière dans un domaine plus restreint. L'enseignement et l'université, dès lors, ça n'est qu'un élément parmi d'autres, dans un monde professionnel qui est beaucoup plus large, avec le poids grandissant des institutions de recherche, comme évidemment le CNRS, et puis le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. La pratique des chercheurs, dès lors, elle s'intègre dans des équipes de laboratoire, dans un travail collectif, et puis dans des réseaux internationaux, qui fait que les articles, par exemple, sont signés par plusieurs auteurs, un nombre d'auteurs grandissant, et puis ils sont de plus en plus souvent écrits en anglais. Alors bien sûr, il existait des chercheurs avant 1945. Et puis il existe toujours des savants en 1968. Mais ce qui a changé, à mon sens, et ce que j'essaye de montrer, c'est que le cadre de référence des carrières, c'est-à-dire l'horizon d'attente professionnelle des physiciens et des chimistes, change. Et c'est une transformation qui s'intègre à la fois dans la massification de l'enseignement supérieur et puis dans la montée en puissance des technosciences. C'est-à-dire qu'après Hiroshima et puis après Nagasaki, les sciences physiques ont un temps d'état de grâce politique et social caractéristique de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. C'est l'apogée de ce qu'on a aussi appelé la big science, la grande science, la science des grands équipements, des gros financements, des immenses accélérateurs et évidemment des larges équipes. Dans ce cadre-là, l'entrée dans le métier de scientifique, ça permet de saisir toutes les complexités et puis toutes les facettes de cette révolution silencieuse. Parce que c'est une révolution qui est à la fois quantitative, il y a de plus en plus de scientifiques, et puis qualitative, on travaille différemment, on fait de la science différemment.
Et donc ça transforme profondément le visage de l'activité scientifique. Et ce qui est d'autant plus important à étudier, c'est qu'après, ça s'étend aux autres disciplines, les sciences physiques jouant surtout un rôle d'avant-garde sur ce plan-là, et ça finit même par s'étendre jusqu'aux sciences humaines et sociales qui commencent aussi à travailler par équipe à partir des années 60. Alors le deuxième mot, c'est le mot de doctorat. Parce que la question de la formation des scientifiques, elle est dès lors cruciale. C'est par la formation des scientifiques qu'on va ancrer les nouvelles pratiques dans les laboratoires et dans la vie scientifique. Or, entre 1944 et 1968, le nombre de doctorats en sciences physiques soutenus en France, il est multiplié par 20. Non seulement on a une croissance extrêmement rapide, mais on a une croissance beaucoup plus rapide que dans les autres disciplines scientifiques, mathématiques et sciences de la vie. En un certain sens, la Seconde Guerre mondiale, alors je vous ai parlé de la bombe atomique, mais c'est aussi vrai avec le radar par exemple, elle a révélé toute la puissance des sciences physiques et elle a mis ces disciplines à l'avant-garde de la massification de l'activité. Comme le souligne en 1949 Yves Rocard, le directeur à ce moment-là du laboratoire de physique de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, je le cite, « L'explosion d'Hiroshima produit des physiciens et les décrets de l'éducation nationale n'en produisent pas ». Alors cette massification, elle s'annonce dès le début des années 1950. Elle précède ainsi celle des premiers cycles et même celle de l'ensemble de l'enseignement supérieur. Dans tous les cas, elle s'appuie sur un vivier grandissant. Pour donner une idée, les étudiants des facultés des sciences, qui représentaient guère que 22% du total des étudiants dans les années 20, en représentent le tiers, 33% en 1960, surclassant un temps tous les autres ordres de facultés. Au début des années 60, il y a plus d'étudiants dans les facultés de sciences que dans les facultés de droit, ce qui aurait surpris tout le monde dans l'entre-deux-guerres. Pour une fois, dans l'histoire de l'enseignement supérieur scientifique français, et c'est ce qui est peut-être encore plus intéressant dans cette période-là, c'est que l'intendance suit. C'est-à-dire que les gouvernements ont financé des postes d'enseignement pour enseigner les sciences à toutes ces générations de plus en plus nombreuses d'étudiants. Pourquoi ? Parce que les sciences, à ce moment-là, c'est le symbole de la modernité et on est un peu obligé de suivre. Pour vous donner encore quelques chiffres, les enseignants, ils sont un peu plus de 500 dans les facultés des sciences dans les années 20, c'est vraiment pas beaucoup. En 1949, ils sont déjà 1600 et ils sont plus de 11 000 au début des années 70. Et ça, c'est sans compter l'augmentation du nombre de chercheurs, puisque le CNRS passe par exemple de 1500 chercheurs en 1949 à plus de 6000 en 1965. Et donc la structure des carrières possibles, elle s'en ressent bien sûr, en particulier avec la multiplication des postes d'entrée, des postes de début, des postes d'assistants, de maîtres assistants dans les universités, et des postes d'attachés et de chargés de recherche au CNRS. Alors évidemment, puisque la structure des carrières change, la population des docteurs change aussi, puisqu'il y a de plus en plus de façons, de possibilités de faire des doctorats et derrière d'opportunités de carrière. Et c'est ce que se propose d'étudier le livre à partir d'une base de données prosopographique où j'ai réuni 18 575 thèses de doctorat qui ont été soutenues dans les facultés des sciences françaises entre 1945 et 68. Sur tout le 19e siècle, on a à peu près 1000 thèses. Donc vous imaginez l'accélération que ça représente. Et ça permet, ça, de quantifier et de brosser un portrait socio-historique solide, en particulier d'étudier les évolutions de la place des femmes, puisqu'on a une féminisation très lente, mais réelle. On passe de 13% de docteurs en sciences physiques qui sont des femmes en 1944 à 17% en 68. Et surtout, on peut expliquer cette augmentation qui est en particulier aux possibilités qu'offre le CNRS. L'entrée par le doctorat, c'est en tout d'autant plus riche qu'on a conservé les rapports de soutenance de thèse. On peut ainsi très largement dépasser les comptages statistiques. On peut étudier finement les transformations du jugement académique, qu'est-ce qui s'est dit pendant les soutenances, comment on a jugé les jeunes, les valeurs et les normes qui sont mises en avant à ce moment-là, et les critères de distinction qui vont faire le physicien, le chimiste, la physicienne, la chimiste d'avenir. Alors réciproquement, enfin, il faut le souligner, le doctorat lui-même change à cette occasion-là, puisqu'on était encore en 1944 dans le modèle de l'ancien doctorat d'État, le chef-d'œuvre destiné à consacrer une œuvre individuelle. Et ça devient une côte mal taillée à partir du moment où les scientifiques travaillent de plus en plus collectivement, et en particulier sur les grands équipements. Et donc, vous en avez une longue mobilisation collective, politique, impulsée par les physiciens, des hommes comme Pierre Auger, comme Francis Perrin, comme Jean Coulon, qui permettent la mise en place en 1954 du troisième cycle. Alors, qu'est-ce que c'est ce troisième cycle ? C'est l'incarnation institutionnelle, concrète et pédagogique de l'idée qu'on peut former à la recherche. C'est-à-dire qu'avant cette année-là, on ne formait pas à la recherche. La capacité à faire la recherche était considérée comme un don, un créé, qu'on essayait de repérer, mais pas de susciter. Avec la massification, on cherche à susciter la capacité à produire des savoirs nouveaux, puisqu'on a besoin de plus en plus de gens capables de le faire. Et donc, il faut un dispositif formalisé, systématique, qui s'intègre dans des collectifs de travail et dans des projets en particulier.
Et ce nouveau modèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il finit par toucher le doctorat d'État lui-même réciproquement, puisqu'à partir de 1966, on peut obtenir le doctorat d'État non plus en présentant une thèse à l'ancienne, enfin uniquement en présentant une thèse à l'ancienne, mais une série d'articles qui peuvent être potentiellement co-signés et qui peuvent être potentiellement en anglais. Tout ceci s'incarne très concrètement à l'échelle très locale, dans la vie quotidienne des scientifiques, et c'est ce qui m'amène à mon troisième mot, laboratoire. De fait, les laboratoires eux-mêmes se transforment très visiblement lorsqu'ils sont engagés en physique nucléaire. C'est le cas de l'Institut du Radium, par exemple, véritable temple du savant en 1944. À partir de 1954, cet Institut du Radium, qui a été fondé par Marie Curie et qui est désormais sous la direction d'Irène Joliot-Curie, puis passe sous la direction de son mari, Frédéric, donc cet institut passe par toute une série d'alliances et s'installe à Orsay, jusqu'à devenir l'Institut de physique nucléaire d'Orsay. La physique sort alors du quartier latin pour s'installer dans la banlieue parisienne. Pourquoi ? Parce qu'il est désormais impensable de construire un cyclotron en plein quartier latin. Or, ce cyclotron est nécessaire à la formation de la nouvelle génération. En particulier, cette nouvelle génération, elle doit irriguer le CEA. On voit là l'articulation entre transformation de la recherche et transformation de l'enseignement. On a besoin d'un cyclotron pour enseigner désormais. Or, et même ce cyclotron, il est justifié par la mise en place d'un troisième cycle de physique nucléaire. Il est ainsi rapidement, avec son voisin et son faux jumeau, le laboratoire de l'accélérateur linéaire, au cœur de la naissance d'une nouvelle faculté des sciences. D'un autre côté, les laboratoires de physique de l'école normale supérieure, en plein cœur du quartier latin, connaissent eux aussi une transformation profonde sous le long règne d'Yves Rocard, avec la multiplication des groupes de recherche de plus en plus spécialisés, accueillant les travaux d'Alfred Kessler, d'Hans Halban ou de Pierre Aigrin. Et donc, le développement de ces laboratoires est particulièrement démultiplié par l'inventivité gestionnaire de Rocard, qui passe de nombreux contrats avec l'industrie, avec l'armée ou avec la marine. Il ne faut cependant pas croire que ces transformations se fassent en vase clos. Pour assurer le rattrapage de la science française, qui a été isolée de la science mondiale pendant la guerre, les patrons des laboratoires de physique et de chimie vont transformer les conditions de l'internationalité scientifique, c'est-à-dire du séjour à l'étranger des scientifiques. Jusque-là, le séjour à l'étranger était une prérogative de la fin de carrière. On partait à l'étranger quand on était un savant reconnu mondialement, quand on était Marie Curie ou quand on était Jean Perrin. Et progressivement, ce séjour à l'étranger, en particulier bien sûr aux États-Unis, va se banaliser, se faire beaucoup plus précoce, en particulier grâce à l'appui de toute une série de systèmes de financement, au premier rang desquels le programme Fulbright. C'est l'apparition du postdoc, du stage qu'on passe à l'étranger après avoir soutenu sa thèse, qui devient une caractéristique spécifique du monde du chercheur. À mesure que les jeunes scientifiques sont poussés à passer quelques années à acquérir à l'étranger de nouvelles techniques pour les importer dans leur laboratoire d'origine en revenant. Ce renouvellement des formes du transnational scientifique s'opère par les départs, mais aussi par les arrivées. On a un nombre de docteurs étrangers qui augmente, en particulier à partir du milieu des années 50, d'une part. Mais surtout, d'autre part, on a une création d'institutions destinées à faire venir et à faire enseigner en France la crème des scientifiques mondiaux. Le modèle, qui est très largement suivi après, c'est celui de l'école de physique théorique des Ouches, qui est créée en 1951 par Cécile Morette et qui est la première école d'été. À ses débuts, qu'est-ce que fait cette école ? Elle enferme dans un petit village des Alpes et pendant 6 semaines, 35 étudiants avec des physiciens du calibre d'Emilio Segre, de Wolfgang Pauli ou d'Enrico Fermi. Des stars donc internationales. On voit ainsi l'extrême diversité des scènes concernées par le changement de métier des scientifiques. Et le passage du monde du savant à celui du chercheur, c'est aussi celui de la vallée de la Chevreuse à la vallée de Chamonix. L'ouvrage dont il était question aujourd'hui, Des savants aux chercheurs, est à retrouver en version papier sur le site de NS Éditions et dans toutes les bonnes librairies. Il est également disponible en version numérique sur la plateforme Open Edition Books. C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maël Lopez. Au mixage, Adrien Reynaud. À la production et réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt pour une prochaine édition.